Question numéro 1. Adoption de l'ordre du jour. Rapporteur Pierre Bonal. Question numéro 2. Adoption du procès verbal de la séance du 12 juillet 2012. Rapporteur Pierre Bonal. Remarque, des questions? On est d'accord? Je l'accepte. Vous l'acceptez? Oui. Moi aussi. Deux accords. Question numéro 3. Décision municipale. Rapporteur Pierre Bonal. Donc, dans le cadre du mandat de négociation pour l'extension législative de la décision est annexée. Les travaux de réseau sec, marché de commande extérieure, fidèle. La phase numéro 8, les travaux de voirie mondiale, marché de commande de C'est vert. On ne vous entend pas très bien ce soir. Je sais, c'est donc je vais essayer de parler plus fort. Donc, le mappage 1208, travaux de voirie mondiale, marché de commande des années 2012 à 2015, Nicolas. Idem pour le travaux d'aménagement de skatepark et montage au lac du Crest. SARL Juric Can, on va le dire en français, pour un montant de 504 930 € qui a été reçu. Les travaux commenceront très prochainement, d'ici la fin de ce mois. Et enfin, justice contentieux, désignation de l'avocat, on a recours à la SARL au niveau de compte la communauté d'agglomération de Montpellier et la commune du Crest sur la permission de la parcelle BE42 qui se trouve au Maquet. D'habitude, la SCP de second paillet et Goer qui en est chargé. Question numéro 4. Les finances de la commune. Décision modification numéro 1. Rapport modificatif, numéro 1. Rapporteur Bernard Jean. Alors, je soumets à votre agrément diverses propositions de modification de crédits ouverts pour l'exercice 2012, et notamment pour le budget principal de la commune. Donc, ces modifications sont regroupées en 5 catégories. Premièrement, tous les mouvements découlant du vote suite au compte administratif de juin 2012, avec notamment l'affectation des résultats, les restes à réaliser et les inscriptions de crédits issus de l'affectation du dit résultat. En 2, virement de crédits. En 3, tous les crédits affectés et les crédits complémentaires. En 4, les opérations d'ordre d'équilibre. Et en 5, enfin, les opérations affectant les investissements du budget principal. Donc, je vous propose d'examiner ces diverses modifications apportées au budget primitif, ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire, telle qu'elle apparaît dans les tableaux qui sont joints, les tableaux sous forme de colonnes, que vous avez joints à cette délibération. Alors, premièrement, dans les 5 catégories, on va commencer par les mouvements découlant du vote du compte administratif 2011. Avec la première partie sur l'affectation du résultat. Le résultat dégagé lors de l'exercice 2011, arrêté lors du vote du compte administratif 2011 et affecté par le conseil municipal le 26 juin de mémoire, doit être transcrit budgétairement. Donc vous avez à l'article 02, dans le côté de la section fonctionnement recettes, vous retrouvez le 1 422 900 €. Dans la partie investissement, équilibré dépenses sur l'article 01, on retrouve donc les 2 072 300 € pour donc, combler le déficit d'investissement. Et l'investissement en recettes au chapitre 1068 pour la même somme, parce que c'est équilibré dépenses recettes. Voilà pour l'affectation des résultats. La deuxième partie de ces mouvements découlant du compte administratif, ce sont les restes à réaliser, qu'on a baptisé RAR dans la colonne. Donc ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d'investissement, aux dépenses et recettes de fonctionnement engagées, mais non encore mandatées, et donc non rattachées à l'issue de l'exercice 2011. Alors en investissement, le montant total, on retrouve pour 1 252 970 €.
Voilà pour les restes réalisés. Et enfin, inscription des crédits issus de l'affectation du résultat. Donc il s'agit de la réinscription de crédits pour des dépenses ayant pu faire l'objet de report de l'exercice 2011 pour des raisons techniques ou juridiques, et de la constitution d'enveloppes pour dépenses imprévues au fonctionnement à partir du solde d'excédent de fonctionnement. Donc au chapitre 011, on retrouve 3 articles, le 60-632, fourniture de petits équipements pour 3 825 €, au 611, le contrat de prestation de services pour 10 000 €, et au 617, le titre de recherche pour 5 000 €. Donc tout ça sur le chapitre 11. Alors ensuite, la deuxième partie, ce sont les virements de crédit. Donc, conformément à la législation en vigueur et à la délibération d'approbation du budget punitif, tous les virements nécessitant un transfert de crédit de chapitre à un autre vous sont soumis, ainsi que les virements concernant notamment les articles spécialisés des subventions. Donc là, il n'y en a qu'un. Ce sont la subvention caisse des écoles pour un montant de 4 100 € au chapitre 65, qui correspond donc à l'ajustement en fonction des effectifs de la rentrée. Alors ensuite, troisième partie, les crédits affectés et les crédits complémentaires. Il s'agit de crédits de dépenses adossés à des recettes nouvelles ou complémentaires. Donc là, on retrouve, si vous voulez, toutes les sommes exactes pour notamment les dotations qui nous ont été confirmées. Donc, au chapitre 74, dans le 74-11, la dotation forfaitaire pour un montant de 38 226 €. La dotation de solidarité rurale de 74-121 pour un montant de 4 606 €. Et enfin, le 74-127, qui est la dotation nationale de péréquation, qui est toujours très difficile lorsqu'on monte un budget prévisionnel, donc comme le budget punitif 2012, elle est très difficile à estimer, elle varie beaucoup d'une année sur l'autre, et là on avait été un petit peu optimiste, puisqu'en fait, on était un peu optimiste de 6 182 €, qui viennent en diminution de cette décision modificative. Ensuite, quatrièmement, les opérations d'ordre d'équilibre. Vous savez que l'instruction M14 impose la réalisation d'opérations comptables d'ordre qui ne donnent pas lieu à encaissement ou décaissement. Et enfin, l'équilibre des budgets par section, donc ce qui nécessite de rétablir cet équilibre au regard des divers mouvements, notamment donc intervenus lors de ces décisions modificatives. Donc, essentiellement en opération d'équilibre, vous retrouvez le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, en recette, donc pour un montant de 1 436 625 €. Et enfin, pour terminer, plus spécifiquement, les opérations affectant les investissements, qui sont de l'ajustement de répartition des crédits pour les diverses opérations du plan d'équipement 2012. Donc, un ajustement de subvention pour l'opération 50. L'opération 50, je rappelle, c'est l'opération concernant l'extension de l'école Frédéric Mistral. 200 000 € de travaux supplémentaires sur l'opération 87 de voirie 2012. Un versement de subvention pour l'opération 89 terrain 2012 pour 100 500 €. Bon, là, c'est essentiellement, si vous voulez, la subvention que l'on verse pour participer à l'installation et à la construction de l'aire des gens du voyage installés sur la commune de Castellon. Et enfin, l'opération 90, matériel 2012, 40 500 € pour tout ce qui concerne le matériel informatique, puisqu'on a revu l'ensemble du matériel informatique, aussi bien les serveurs, des mairies, que la mise au bout du jour de certains matériels informatiques, notamment dans les services techniques, qui étaient équipés de matériel qui devenait un petit peu obsolète. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la décision notificative numéro 1 par rapport au budget punitif de la commune. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui, j'avais une petite question.
c'est études et recherches, c'est 5 000 euros. Alors, effectivement, on s'est rendu compte qu'on avait prévu que 7 000 euros au niveau du BP. Dans ces études, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, notamment avec la refonte, mais avec ce qu'on pouvait attendre sur la réalisation du centre historique, on s'est dit, si on a quelques études complémentaires à faire, ce serait peut-être bon de prévoir 5 000 euros de plus. Mais pour le moment, c'est plus de la provision que vraiment une étude spécifique déclarée. Et vous avez parlé tout à l'heure aussi d'une subvention pour la coopération 50 qui n'est pas rentrée de 64 300. Et peut-on savoir quel est le donateur et tout? Alors effectivement, au niveau de l'école Frédéric Mistral, on avait prévu, pour le mois après, 250 000 euros de subvention de l'État. On avait pensé, en fonction du nombre de classes réalisées, en fonction de tout le dossier, on pouvait estimer raisonnablement 250 000 euros. Bon. Et on a eu un peu le désagrément d'être retenu que pour 185 700 euros. Donc, on rectifie en fonction de l'estimation. Ouais, moi j'ai deux questions. Oui. Sur la partie d'opération 074 pour la crèche, on a une opération qui va 38 675 000 euros, alors que sur le BP, ça n'apparaît pas sur le BP 2012. C'est une opération qui avait été oubliée. Le BP 2012, alors, la dépense n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas, mais là c'est marqué en bleu. Le montant de, enfin pas en bleu, mais c'est marqué dans la colonne, pardon, le reste à réaliser, c'est-à-dire qu'il y a la troisième colonne, un montant de 39 000 euros et de 200 euros de reste à réaliser. Et donc, comme c'est des restes à réaliser, on est obligé de les faire apparaître, sachant qu'au BP, on n'avait pas prévu des budgets supplémentaires sur cette opération. Donc, c'est pour ça que ça n'apparaissait pas au BP. D'accord, l'opération 083, voire 2011, au BP, il était inscrit 900 000 euros. Alors là, sur la dépense, on est pratiquement au double. C'est lié à quoi? C'est une mauvaise évaluation, c'est une opération supplémentaire qui s'est faite dessus. Quelle est l'explication en tout cas qui justifie visiblement en tout cas la dépense du chapitre 083? Disons que c'est la réalisation de la mémoire. À l'origine, c'est quoi? C'est une mauvaise estimation? Non, il y a quand même 1 million d'euros de reste à réaliser. Par rapport au BP 2012, on avait évalué à 900 000 euros. Non, c'est juste ce qu'on disait par rapport sur la dépense. Il faut rajouter les restes à réaliser, et donc ça fait 1,7 million. D'autres remarques? Une chose que je ne comprends pas bien, c'est ces restes à réaliser sur un budget, tant sur une. Là, on a un investissement, en fonctionnement, il n'y en a pas. Voilà, et un investissement, parce que un reste à réaliser, c'est une fois qu'on a fait le bilan de ce qui a été fait. Or là, c'est un budget, donc c'est une prévision. C'est ça qui me charge. Oui, les restes à réaliser viennent d'opérations qui n'ont pas été mandatées, qui ne sont pas terminées. Donc c'est des reprises de sommes. De l'exercice précédent. Oui. De l'exercice 2011, oui, précédent. Parce que là, on est sur DM1 2012. Pas d'autres remarques?
Bon, donc je vous propose de... Une dernière question. Ouais. Pour l'emprunt à 1 million d'euros, on est parti sur quel type d'emprunt? 1 million d'euros en emprunt. On est parti sur quel type d'emprunt? Fixe, variable, sur un parti. Chapitre 1641. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la présentation du budget primitif 2012, c'était un emprunt équilibré. Donc, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'emprunt va être contracté? c'est largement possible qu'aujourd'hui, on ne contracte pas d'emprunt. Parce que vu le contexte, quand même, au niveau des prêts bancaires, les banques sont assez frileuses. Tout à fait. Il y a des communes d'ailleurs qui ont pas mal de communes ont des difficultés pour avoir des crédits au niveau du secteur bancaire. Voilà, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de voter. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Donc, voter à majorité. Question numéro 5, les finances, la mission en non-valeur de titre de recette, rapporteur Bernard Jean. Alors, sur proposition du trésorier principal de Castries, qui malgré les procédures classiques de poursuite et demande de renseignement, ne peut recouvrer les créances concernées, il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes suivants. Donc, vous avez un tableau qui reprend sur le budget principal avec les quatre articles sur l'exercice 2011. Et vous avez donc, en fonction des numéros de titres, des montants. Donc, 3 montants à 545,62 € et un montant à 1246,80 €. Bon, ben, ce sont tout simplement, si vous voulez, des titres et notamment des loyers qui n'ont pas été rentrés suite à une liquidation judiciaire du commerce, je dirais, qui occupait le bâtiment. Et sur le dernier, pour 1246,80 €, c'est une taxe sur la publicité qui n'a pu être encaissée puisque l'entreprise avait fait faillite entre-temps et donc elle était en liquidation judiciaire et que ne pouvait pas payer cette somme-là et toutes les relances n'ont pu aboutir. Voilà. Et enfin, le deuxième tableau, ça concerne plus spécifiquement le budget JESM. Donc là, ce sont des prestations relativement anciennes, puisqu'on attendait pour que le trésorier fasse toutes ces actions. Donc ce sont des prestations essentielles de cantine de 2007 et aussi un accès au CLSH, appelé maintenant ALSH. Donc pour des montants que vous retrouvez pour 158,60 €, 37 €, 304 €, donc un montant total de 500 €. Et le dernier d'ailleurs, c'est même suite à un décès et il n'y a pas d'héritier connu, donc poursuite infructueuse totale. Voilà ce qu'on vous propose, donc de dire que les crédits seront prélevés au budget concerné, notamment au chapitre 65, et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Voilà. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de voter. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? Je vous remercie, c'est unanimité. Question numéro 6, administration générale, dénomination de voies et places publiques, rapporteur Jean-Michel André. Bienvenue. Alors, bon, comme tous les ronds-points de la commune, on a cherché à lui trouver un nom, et donc on va donner un peu de compagnie donc, à Charles de Gaulle, qui est le nom de la place, qui est un jouxte, et on vous propose de baptiser ce rond-point Winston Churchill. Je sens que M. Berthet veut dire quelque chose.
Oui, ouais, tout à fait, je oui, moi j'ai une contre-proposition à faire. Moi, je voudrais connaître la motivation de Winston Churchill, même si il me semble deviner, mais elle ne me convient pas forcément, mais j'attends peut-être une motivation pour Winston Churchill. Je vais d'abord dire pourquoi pas. Et je vais laisser Pierre Bonin vous expliquer la démarche. Quel genre d'explication voulez-vous, M. Berthier? Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une patate chaude. Moi, Ça ne se passe rien. je propose Jean de l'Arc de Tassini. Alors là, j'ai en face de moi quelques étapes qui motivent la décision. Je crois que c'est quelqu'un qui a été très très proche du général de Gaulle. On pourrait éventuellement le rapprocher, d'autant plus qu'il a pris un gouvernement à Montpellier. Alors il a pris le gouvernement de la 16e division à Montpellier et a été promu à l'issue général de corps d'armée et était donc promu par le général de Gaulle. Je vous fais la contre-proposition de Jean de l'Arc de Tassini qui réunirait les deux hommes que combattu ensemble comme son style. Il s'était basé de Montpellier, quel moment de l'Arc de Tassini? Je ne sais pas dans ces états qu'il se soit évadé, simplement qu'il a pris le commandement de la 16e division de Montpellier. Vous voyez, à peu près, si vous vous souvenez, ça doit être dans la rue de l'Ancien Courrier, ou comme ça, à Montpellier. C'est de là qu'il est parti pour rejoindre, il me semble bien que c'est une 42. Je ne suis pas très sûr. En fait, vous le vérifierez. Donc, Churchill, je vais vous répondre pourquoi Churchill. Je pense qu'il est des moments de notre histoire dramatiques. Il ne faut jamais oublier, c'est le mois de juin 1940, où il n'y a plus de France, où les Allemands sont partout, à Paris, à Bordeaux, à Lyon. Tout s'est effondré, et à ce moment-là, 25 jours autour du 18 juin, avec le général de Gaulle, à titre provisoire, secrétaire d'État à ce moment-là, c'est de Gaulle qui fait le lien entre l'Angleterre et Port-le-Nord. Et il y a des jours comme ça où le destin aurait pu basculer, quand ils ont eu le projet tous les deux de créer un seul et même pays, France et Angleterre, pour lutter contre le nazisme. À ce moment-là, ce sont des moments d'histoire où tout notre pays a failli s'écrouler définitivement. Heureusement qu'il y a eu des hommes comme De Gaulle et comme de l'Arc de Tassini plus tard, je vous le rappelle, en 1942. Après, je mets de côté tout ça. La guerre, puis l'Indochine, la perte de son fils, tout. Mais, à ce moment-là, Churchill, quelque part, nous a sauvés. Parce que d'une part, il était prêt à cette fusion, les deux parlements, le tout. Et surtout, lorsque les gaullistes, entre guillemets, il faut les appeler comme ça, se sont retrouvés seuls à vouloir continuer le combat, Churchill a donné la main et a tiré. Je pense que notre honneur, l'honneur de notre pays, une grande partie de cette deuxième guerre mondiale, on le doit à Winston Churchill. Vous n'aurez jamais, déjà quand je serai maire, je reprends Roosevelt ou autre. Mais si Churchill n'avait pas été là, je ne sais pas, je ne sais même pas si la France libre aurait existé. Donc, c'est toujours des moments comme ça qu'il faut s'en souvenir. Et qui plus est, il ne faut pas oublier non plus tout ce qui a été pendant les années qui ont suivi. Hein. On peut repartir, hein, de l'ouvrage de l'Irakien, de tout ce que vous voulez. On était équipés par les Anglais. C'est les Anglais qui nous ont tirés. C'est les Anglais qui nous ont sortis de ce mauvais pas-là. Je ne fais pas, on va dire, parfois on me taxe de faire de l'anglophobie. Non. Si au niveau du foot ou du rugby, peut-être, ça va chercher, ouais. D'accord? Mais en revanche, je pense qu'avec les Anglais, c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu au cours des siècles, mais au cours de ce XXe siècle, ils ont quand même toujours été là, que ce soit en 14-18, que ce soit en 1945, et puis aussi, je ne l'oublie pas, 56, à Suède. Bon, donc c'est un hommage, je pense, quelque part, qu'il faut rendre à un homme comme celui-là. Ils avaient des relations assez particulières, hein, tous les deux, mais avec deux caractères comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé qu'à ce niveau-là, on plante deux chênes. Parce que je pense que le chêne, aussi bien dans leur tradition que dans la nôtre, c'est véritablement l'arbre de la durée, l'arbre de l'éternité, l'arbre fort. Et tous deux, on peut les comparer à des chênes. Voilà. Donc voilà pourquoi Winston Churchill, je pense que cet endroit-là, à proximité de la stèle de Charles de Gaulle, c'est véritablement ce qu'il faut. De la Tassini, pourquoi pas, mais j'ai eu une autre proposition, mais pas forcément pour cet endroit-là, où on m'a parlé de Leclerc. Voilà. Faut pas.
Claire, on aura l'occasion d'en parler, ça me dit. On n'en parlera pas trop. Le vin des Bavarois. Et ça, c'est l'exemple type. Le Gouffra à Strasbourg, ça, oui. Voilà. Table Olivet. Déclassement des parcelles BB8, 10, 15, 18, 19, 28 et BP 177. Le rapporteur, Francis André. Bien, par délibération au 39-2012 du 29 mai 2012, Vous cherchez, vous êtes allé à la couleur pour reprendre des copies d'architectes, et là, on a encore un torchon. Alors au début, j'en ai au service technique, mais je crois que c'est une volonté politique, à chaque fois, de rendre très très ténébreux, parce que je me suis intéressé à la parcelle un tout petit peu, c'est la parcelle BD10 et BD8, et je crois savoir qu'à un moment donné, on a dit à des associations, là on ne fait rien parce que c'est une zone inondable. Vous avez raté quelques épisodes. Vous arrivez de plus en plus. Hein. Vous avez raté quelques épisodes. Je vous rappelle que la ZAC de l'Olivette, en plein accord avec les associations, les berges du Parisor et autres, la ZAC de l'Olivette, sa limite, on va dire, vers la rivière, se situe à 1 mètre au-dessus du niveau des plus proches eaux, c'est-à-dire les plus que centenaires. On n'a jamais parlé de parcelles inondables ou autres. La BD8 dont vous parlez, oui, c'est un héritage, je ne dirais pas non, je ne sais pas vous le donner, mais autant qu'on est dans des locaux qui ont aussi appartenu à la famille, il y avait donc des héritiers qui ont vendu. Voilà, c'est tout. Cette parcelle, on n'a pas dit qu'elle était inondable. Et par ailleurs, si je reviens dans le cadre de la ZAC Olivette, il y a toute une zone, la fameuse trame verte, sur la BD8, la BB9, 10, 14, 15, 18, 19, qui sera arrêtée en trame verte, comme on s'est engagé vis-à-vis des riverains de la rue des Ruches et autres. Donc, en termes d'inondabilité, vous comprenez. Je vous renvoie au document de création de la ZAC Olivette. Après, je vous invite à bien insérer vos commentaires tels que vous devez les prononcer dans le procès verbal. La deuxième chose, dans quelques mois, je vous donnerai tort d'avoir choisi cette parcelle pour faire une zone d'habitation. Et l'avenir nous donnera raison, et je vous démontrerai dans quelques mois pourquoi vous avez eu tort de retenir cette parcelle. Écoutez, à ce moment-là, vous n'êtes pas assez responsable, M. Leclerc. Il semblerait que vous connaissiez un risque qui aurait été omis. Dites-le tout de suite, ne serait-ce que pour les futurs habitants de la BV8, 9, je sais pas. Dites-le, sortez-le, écrivez-le, je ne sais pas. Je vous l'écris dans Attendez, cette histoire de 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux, c'est un engagement qui a été demandé à l'époque par les services de l'État. Voilà, donc ça a été respecté, et également avec l'association qui a changé ce monde. Voilà, mais l'association Créton, qui s'occupe aussi de l'environnement à l'extérieur. On en avait là aussi discuté avec eux, ils avaient participé avec M. Lartagnac à une longue réflexion sur les lacs. Non, mais vous savez, si on se trompe, je vous rappelle que le projet de ces deux actes, qui n'était pas élu à l'époque, il y avait eu véritablement une bronca. J'ai envoyé ce mot avec une énorme pétition. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mon conseil municipal. Non, j'avais dit, il n'y a plus d'imbéciles qui ne se trompent jamais. Mon conseil municipal n'est pas composé d'imbéciles, donc les deux projets ZAC et Olivette sont purement et simplement annulés. On repart complètement. Et c'est là où il y a eu une très très longue concertation, aussi bien sur Domitia que sur Olivette, pour arriver au plan d'aujourd'hui. Mais si vous avez une information, je vous ferai la démonstration que Domitia est à peu près, la localisation est justifiée, et que les Olivettes, la localisation est complètement injustifiée. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Je vous dirai, je pense, en décembre, janvier, février. Bon, les accords, c'est votre job. Moi, quand j'étudie l'urbanisme, je vais voir des spécialistes, et ils me disent, en termes d'urbanisation, voilà ce qu'il faut regarder, voilà ce qu'il ne faut pas regarder. Je pense que vous avez même des propos que moi, vous avez même un avantage par rapport à moi, c'est que vous avez accès à des experts que je n'ai pas, et des experts dits d'aujourd'hui. Attention à la localisation de l'urbanisation.
pas vous connaître l'environnement, mais de vos amis qui disent attention, quant à l'urbanisation, voilà les précautions qui sont à prendre, et là, vous êtes en train de faire prendre un risque. Je vais en voir dans quelques mois. Oui, on en parlera, mais si vous avez une information, je vous engage à aller très vite, parce que les travaux déjà commencé. Ah, ça ne met pas dans le nord, ça vous mettra peut-être en porte-à-faux en disant c'est vrai que vous trouvez une confection sur une zone très urbanisée, eh bien, voilà ce qu'il faut prendre en compte. Et je pense que M. le maire, on a un exemple qui a été penché de l'autre côté, c'est les très sensibles. Ou à l'époque, le CPRI avait. C'est la limite de la butte, il y a encore la butte, il y a encore 2 mètres de vitesse. Et le salaison, si vous le connaissez bien, il s'en va plus loin que le boulot il tourne. Donc c'était pas énorme. Donc la butte qui fait à peu près 3 mètres, lui fait 2 mètres. Le pied des maisons, Lionel, le pied des maisons de clôture, des clôtures des maisons qui ont été touchées, c'est sur le montage de la rue de l'Armée. Des Armées. L'eau est venue à hauteur au bas des murs de clôture. Oui, la rue de l'Armée. C'est la partie qui donne sur le président. Maintenant, pour le temps, monsieur Berthelier, nous attendons avec impatience votre avis d'expert. Sachant quand même. je ne permettrai pas absolument. Non, je ne parle pas d'un expert, je le dis au pluriel, je ne parlais pas de vous. Moi non plus, je ne suis pas un expert. Et il m'arrive de faire confiance aux services de l'État, à tous les services qui peuvent travailler là-dessus. Je ne pense pas que tant des métiers que ça. Je reviens sur l'association Salaison, qui ont aussi beaucoup travaillé, et c'est avec eux, avec tous ces mondes-là, qu'on a décidé, on remonte à 1 mètre au-dessus des autres. Après, on n'est jamais à l'environnement. Mais bon. Question numéro 8, l'urbanisme, remise gracieuse, taxe d'urbanisme, rapporteur Bernard Jean. Par courrier en date du 22 août de cette année, la Direction générale des finances publiques chargée du recouvrement des taxes d'urbanisme a sollicité M. le maire pour une demande de remise gracieuse des pénalités de retard relatives aux taxes d'urbanisme tardivement acquittées par un administré Cresson. En application de l'article 250 du livre des procédures fiscales, le conseil municipal est compétent pour accorder une telle remise. Elle s'élève à un montant de 192 €. Les services de la DGFiP ont émis un avis favorable quant à l'exonération totale de cette pénalité de retard. Au vu de ces éléments, il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser cette remise gracieuse de cette pénalité en montant de 192 € au profit du bénéficiaire au permis de construire et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Question numéro 9, le foncier. Convention de servitude avec la communauté d'agglomération de Montpellier dans le cadre du schéma directeur d'assainissement de l'agglomération de Montpellier. Autorisation de signature, rapporteur Brigitte Beau. Les travaux du lotissement communal des Républiques offrent l'opportunité, au regard des canalisations qu'il convient d'installer, de remettre à niveau en partie une partie du réseau d'eau usé du quartier dont le fonctionnement s'avérait parfois défectueux. Les travaux sont effectués par la communauté d'agglomération dans le cadre de sa compétence. Mais l'emprise sur le domaine public communal nécessite que soit signée une convention de servitude afin notamment de laisser libre de toute emprise le réseau dans l'hypothèse d'une intervention future. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la convention de servitude dont le projet est annexé à la présente délibération et dont les emplacements sont repris dans le plan également joint, ainsi que tout document relatif à cette affaire. Le conseil municipal est invité à délibérer. Question numéro 10, l'intergénération. Convention avec l'UFRAPS de Montpellier. l'UFRAPS. Autorisation de signature, rapporteur Jean-Michel André. La marche nordique, je ne sais pas si ça vous parle. Tout à l'heure, j'ai vu une vingtaine de personnes avec des bateaux du Salaison. C'est pas pour se faire plaisir, c'est un vrai
une vraie activité qu'on a décidé d'offrir à nos seniors dans le cadre des activités de Nouvelle Sorte. Et donc, je vais vous lire l'article 8 de la Convention qu'on passe. L'activité marche nordique doit être menée dans les règles techniques et de sécurité propres à la discipline définie par la Fédération française de l'athlétisme et conformément au texte de loi en vigueur. Donc, on n'avait pas fait de marche nordique, c'est un mot qui est levé. On prend des précautions, et on va passer donc cette convention avec les étudiants donc, de la fac de sport de Montpellier pour développer cette activité sur la commune, une activité qui restera bien entendu, comme la majorité des activités de Nouvelle Sorte, gratuite. Donc ce sont ces étudiants qui viendront développer, faire l'apprentissage de cette activité. Et voilà, donc on vous propose une convention que vous trouverez en annexe à cette question. Une projet de convention qui est tout à fait qui ne porte pas de particularité, si ce n'est quand même qu'il y a une petite précision, c'est l'unité de formation à la recherche des activités sportives du FRAPS. C'est son département de formation APA et santé qui est en charge de cette discipline et de l'apprentissage de cette discipline. Voilà. C'est pas un effet de mode, même si c'est vrai que la marche nordique, c'est des choses qu'on va beaucoup se développer. C'est pas que de la mode, parce que vraiment, ça demande d'avoir une vraie technique. Et c'est, à ce qu'on m'a dit, parce que j'ai pas essayé, très agréable. Question numéro 11, l'intergénération. Convention avec le comité régional EPMM Sport de tous Languedoc-Roussillon. Autorisation de signature, rapporteur Jean-Michel André. Reconvention est toujours au bénéfice donc, des élèves de Nouvelle Sorte. Donc, dans le cadre du projet, on appelle ça, du programme santé qu'on a mis en place, santé senior. Donc, il y a une activité qui s'appelle pied, alors pied, posture intégrée d'équilibre dynamique. Un atelier. Le 25 octobre, notamment, il va y avoir la nouvelle chose, toute la journée, un atelier de test qui va permettre aux gens de venir se tester, parce que c'est un test. Voilà, donc là, même principe que précédemment, avec le comité régional de la EPNM, donc entraînement physique dans le monde moderne, ça s'appelle comme ça. Ça fait longtemps que je cherchais de savoir ce que ça veut dire EPNM, je sais, moi aussi. Donc c'est une convention qui va être passée avec ce comité régional. Voilà, c'est une fédération sportive, c'est le sport pour tous. Voilà, donc vous avez là aussi le projet de convention en page 16 des annexes. Question numéro 12. Intergénération du Nouvel-Essor. Organisation d'un séjour en Normandie, tarification, rapporteur Jean-Michel André. Alors, Nouvel-Essor, oui, désolé, parce qu'il y a encore, c'est la soirée Nouvel-Essor. La version de Nouvel-Essor, Blainville-sur-Mer, ça se trouve dans la Manche, et c'est là que ce voyage va s'organiser du 11 au 18 mai de l'an prochain. Toujours en partenariat avec la NCB, donc qui permet, hors vacances scolaires, de proposer des séjours à des prix de l'entrée des vacances, auxquels, évidemment, on peut, pour les personnes qui en bénéficient, obtenir l'aide de plus senior. Ça, c'est local. Voilà, donc le tarif pour aller à Blainville-sur-Mer, c'est 680 € par personne. Donc l'aide de la NCB, c'est 180 € donc pour les personnes qui, au niveau de leur revenu, bénéficient, qui revient à 500 €. Peut-être un petit peu moins si des gens peuvent bénéficier
Beaucoup de pouces. Les finances, le tarif séjour ski 2013, rapporteur Elia Amico. Alors, comme chaque année, le service enfance jeunesse et sport municipal propose un séjour de ski à la suivre du 2 au 8 mars 2030 durant les vacances scolaires. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs de ce séjour à 490 € par personne, par enfant, d'autoriser monsieur le maire et l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Donc, je vais vous donner le détail du budget. J'ai le détail du budget, je vais demander le détail du budget. Vous étiez proposé et puis engagé dans l'année conseil municipal. Donc, la personne qui organise le séjour m'a donné tout le détail. Donc, je vais vous le donner. Donc, le budget ski pour les enfants. Ce que coûte pour les enfants. Je vous donne un coût global. Le transport, 2 690 €. L'hébergement et le matériel, 16 080 €. Forfait assurance, 500 €. Les casques, 400 €. Les moniteurs, 1 280 €. Ce qui fait un total de 20 950 €. Divisé par 40 enfants, le coût par enfant est de 523,75 €. Il y a 6 accompagnateurs, dont un qui est pris en charge totalement gratuit. Donc il y a 5 accompagnateurs. Et le budget est de, c'est pareil, il y a l'hébergement, l'assurance et le casque, 2072 €. Question numéro 14. Insertionnalité. Rapport annuel du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Salison sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, année 2011. Rapporteur Brigitte Pau. Ah, monsieur Bardi. Bruno Bardi. Donc, il est rappelé que par courrier du juillet 2012, le conseil municipal a été informé de la mise à disposition du rapport annuel du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable du Salison sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 2011. Monsieur le maire et l'adjoint délégué sont toujours assigner tout document à cette affaire. C'est quelques chiffres pour nous. Ah, c'est que des chiffres. Donc, Je vais vous donner quelques chiffres. Vraiment celui qui c'est un peu rondé chaque année sur les mêmes chiffres sur les 3 communes, Japon, Bandar et Ocas. C'est l'augmentation des compteurs. L'eau et en comparaison, la consommation d'eau qui est donc ça, on peut en tenir compte. On augmente le nombre de compteurs et la consommation d'eau diminue. Donc est-ce que c'est plus important que tout le monde qui fait en sorte que... Mais bon, c'est ce que vous avez entendu sur... Pourquoi il existe une option syndicale alors que l'agglomération et la compétence sont 3 communes qui font partie de l'agglomération du Siège au syndicat. Mais pourquoi il existe toujours Parce qu'on a des contrats avec les fermiers. Non, mais déjà, par exemple, le Sillon de l'étang de l'Ordre, qui est devenu commune Pays de l'Ordre, et après communauté d'agglomération Pays de l'Ordre, complètement absorbé. Pourquoi sur l'agglomération Chantilly, ça peut être sorti? Ils viennent siéger dans le CIAV. On est dans ce millefeuille territorial où on a une péréquation avec des structures satellites. Ça marche très bien, ça fonctionne très bien, c'est très créatif. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des interlocuteurs, il y a l'agglomération pour la compétence. Mais non, on siège tous ensemble. On siège tous ensemble. On a chaque interlocuteur à différents niveaux. Et les rendements du réseau sont pas combien sur la 75%. 75%. Avec 3114 abonnés. Et 7001 habitants. Je suis un bébé un peu temps. Et est-ce que le syndicat cotise au niveau du fonds de solidarité pour les parce qu'il y a une loi qui est passée, c'est pas une obligation, c'est une volonté politique de cotiser pour le TSF au titre du compensation.
Moi, je rappellerai simplement la disposition des dossiers. La même chose, soit on essaie de trouver un système de clé USB avec, je ne sais pas, on fait la vente de la clé USB ou la facturer, mais peut-être. Il suffirait d'avoir un lien, simplement. D'avoir un lien qui permet nous d'aller sur un centre de données dans lequel le projet pour lequel on est pilote, ça pourrait permettre justement d'ouvrir ce genre de dossier. L'open data. L'open data. Mesdames, Messieurs, merci Claude.